Parce que généralement le CTO se retrouve seul. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu aider les tech leaders à pouvoir plus facilement se rencontrer. C'est bien ça d'ailleurs qui nous a desservi, c'est qu'on a fait un truc super cool. Mais pourquoi tu dis que c'est ça qui vous a desservi ? Parce qu'on répondait pas à un problème. Okay. Donc on n'a pas trouvé plus exactement comment apporter les choses. 3 jours de stage au GIGN à faire et tout mon groupe. C'était génial parce qu'il a fallu apprendre un peu le dépassement de soi. Mais là-bas, ce que j'ai surtout découvert et compris, c'est que à 2 ou à plusieurs, on est plus fort que 1. Et c'est vraiment ma façon de bosser. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, en cette fin d'après-midi, je suis avec Nicolas Silberman, qui est CTPO du groupe Unify, qui est une filiale du groupe TF1 et qui a plusieurs dizaines de produits et de marques, dont certaines connues comme auféminin.com, Doctissimo, Marmiton, voilà, et bien d'autres. My Little Paris, CNET, ZDNet, Gamecult, etc. Ah voilà, bon effectivement, t'as la liste au complet dans la tête. Moi, ce que je voulais, avant de revenir justement sur cette expérience Unify, c'était, tu n'es pas que CTPO du groupe Unify, tu es également cofondateur des Tech Rocks. Voilà, un podcast qui est aujourd'hui une référence dans le monde de la tech et qui invite un certain nombre de CTO et de leaders techniques d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler du début de cette aventure, de la genèse, du pourquoi ? Oui, absolument. Alors, merci de me recevoir déjà dans ton podcast. C'est marrant que tu présentes Tech Rocks comme un podcast, alors qu'à la base, on est un événement physique. Alors aujourd'hui, c'est plus particulier de faire des événements physiques, mais on a eu cette volonté de mieux structurer les relations, les communautés des leaders tech, leaders et managers de la tech. Alors je dis on a eu ces premiers échanges au départ avec Francis Nappé, CTO et fondateur de Blablacar, avec Cyril Pierre de Gaillère qui était directeur chez Epitech et qui maintenant a fondé toute une école qui s'appelle Rocket School, avec Dimitri Bailly qui à l'époque était CTO chez Les Furets, en se disant comment faire pour mieux organiser, mieux structurer les échanges, mieux faire en sorte que les leaders tech, managers de la tech, les CTO, mais aussi les responsables de la R&D, les VPN et tous ceux qui ont des responsabilités d'un point de vue technologique puissent plus naturellement échanger, progresser, avancer, parler, se connaître, sans qu'il y ait derrière une ESN ou un éditeur de solutions, de logiciels qui pourrait avoir pour objectif plus d'avoir des leads et de travailler potentiellement ses bases commerciales. Et donc de faire quelque chose qui soit un événement pour les tech leaders, par les tech leaders. Donc on a commencé par un événement et puis petit à petit on a rajouté d'autres choses parce que la communauté a grandi énormément. On était 4 au début, mais très rapidement, même quasiment immédiatement, on a demandé à pas mal de CTO et équivalents de venir nous aider à construire les choses de ce qui nous intéressait et de qu'est-ce que l'on souhaitait avoir, qu'est-ce que l'on souhaitait en tirer de ces conférences, de ces retours d'expérience et ensuite de ces articles, de podcasts aussi maintenant, de canaux d'échange. On a un Slack très très actif avec uniquement des tech leaders pour nous permettre de progresser dans toute bienveillance et pour se retrouver moins seul dans l'entreprise, parce que généralement le CTO se retrouve seul à devoir décider. Il va avoir en face de lui des personnes qui vont l'aider à prioriser, mais peut-être sur des questions de planning, de budget. Mais toutes les problématiques des leaders tech, c'est pas que ça, c'est de l'orga. Je pense qu'on va en reparler. C'est mon quotidien
depuis quelques années et encore plus depuis que je suis arrivé chez Unify, de la stratégie tech aujourd'hui, demain, après-demain, par rapport au coût. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça ne l'est pas? Aujourd'hui, on en parle encore plus de la sécurité, de l'employabilité de ces équipes, des questions sur le remote, des outils. Enfin, il y a énormément de sujets qui sont importants et qui, souvent dans l'entreprise, n'ont pas forcément beaucoup de personnes avec qui on peut challenger. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu aider les tech leaders à pouvoir plus facilement se rencontrer. Il y avait déjà, évidemment, on n'a pas inventé la roue en faisant en sorte que ces leaders échangent, mais c'était souvent sur des petits ensembles, souvent dans les mêmes secteurs d'activité ou avec des points communs assez évidents. Et là, on a plutôt eu envie de se dire, mais il faut que ce soit plus grand. Il faut ouvrir. Il faut que ce soit, alors au départ, quand on était très physique, très France-Île-de-France, et j'ai presque envie de dire, grâce au confinement, ça nous a forcé à être beaucoup plus large et avec le online, à proposer ces contenus, ces échanges, cette intégration dans la communauté de façon la plus large possible dans la France entière. Ok. Et aujourd'hui, là, tu dis que la communauté s'élargit très vite. Vous étiez 4 au démarrage à cofonder les Tech Rocks. Vous êtes combien aujourd'hui? Alors, il y a différents niveaux dans la communauté. Enfin, niveaux, c'est pas des niveaux, mais il y a différentes façons d'échanger. Mais là où il y a le plus de personnes actives, c'est sur le Slack. Et je crois qu'on doit être entre 1500 et 2000. Ouais. Il y a plus de monde encore inscrit sur les newsletters, mais là, c'est plus difficile de voir quels sont les types de personnes qui reçoivent, et c'est à sens unique. Et les événements qu'on fait, les événements en tout cas physiques, c'était 600 personnes qui venaient, et que des leaders tech, pas de commerciaux, rien du tout. Jusqu'à 600 personnes, ouais, c'est un gros succès, quoi. Ouais, on n'a pas vocation à vouloir être de faire la foire de Paris, de la tech, avec des centaines de milliers de personnes. C'est pas notre objectif, c'est pas la même, c'est pas ça qu'on souhaite faire. C'est vraiment partager et que ça ait du sens pour tout le monde. Il y a un autre choix que vous avez fait, pour le coup sur la partie, je dirais plutôt podcast, et sur le fait que les animateurs soient différents en fait à chaque fois. Je tenais à le noter aujourd'hui parce que pour le coup, moi j'ai enregistré une petite dizaine d'épisodes avec celui-ci ce soir, et je me rends compte que c'est un métier en fait. C'est pas évident d'interviewer. Quand la personne répond, tu te dis tiens mais merde, si j'ai pas une question derrière, je vais faire un blanc, c'est mal. Pour le coup, c'est un vrai parti pris que vous avez eu. C'est un parti pris. C'est un challenge, quoi. Parce que est-ce que vous les formez, les intervieweurs, avant de? Est-ce qu'ils ont des conseils? Est-ce qu'ils se préparent? Vous avez des petits secrets? On les forme pas. Alors c'est vrai que c'est un vrai challenge. Au départ, on s'est dit on va proposer à 2 ou 3 personnes de tourner régulièrement et de faire un roulement et d'avoir des animateurs, toujours les mêmes intervieweurs qui passent les uns après les autres. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ce modèle un peu par la communauté, pour la communauté, était évidemment plus intéressant parce que ça répondait exactement à cette mission que l'on a depuis le début. Donc, on a continué avec des intervieweurs qui peuvent changer assez régulièrement. Parfois, il y en a qui passent plusieurs fois, d'autres qui vont passer qu'une seule fois pour interviewer un autre CTO. Moi, je l'ai déjà fait une fois. Et non, on va pas les former. On n'est pas en capacité de le faire. On n'est pas une grosse boîte. Il y a quelques personnes qui nous aident très activement et on a même 4 personnes à temps plein maintenant qui travaillent pour Tech Rocks. Mais on a quand même toute une phase d'échange quand même avec eux pour briefer, pour expliquer. On les aide aussi à préparer les choses. On a une trame qu'on leur propose, qu'on leur demande de travailler entre l'intervieweur et l'interviewé. Parce qu'il faut un peu préparer les choses. On peut pas arriver comme ça quand on ne l'a jamais fait
à se dire bah allez hop, c'est open bar, pas de problème, je vais y arriver tranquille. Donc ouais, il y a un petit peu de travail, mais en fait pas énormément. Donc c'est très naturel et c'est ce qui fait un peu notre particularité ou notre touch qu'on apprécie beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a des projets à venir qui sont dans les cartons que dont tu pourrais nous parler? Eh bien, on essaye de faire plus de contenu, de voir comment plus accompagner et permettre de faire grandir les tech leaders à leurs différents niveaux d'expérience professionnelle. Donc, il n'y a pas concrètement de nouveaux produits à annoncer. Mais plus exactement comment faire pour que ça parle encore plus au plus grand monde et de tout type d'entreprise, de seniorité et de besoin que de réussir à faire comprendre à quel point quand on est un leader tech il faut faire partie de la communauté TechRox pour les échanges et aussi parce que ça peut m'aider moi en tant que participant et adhérent à TechRox à grandir dans mon métier et à améliorer ma posture vis-à-vis de mon COMEX, vis-à-vis de mon CODIR, vis-à-vis de moi-même aussi et de mes équipes. Ok. Et moi je voulais ce soir aussi te remercier parce que quand on s'est eu il y a quelques semaines au téléphone, je me posais la question de l'accueil que moi je pouvais avoir vis-à-vis de toi qui est cofondateur des TechRox et on a un contenu qui a une certaine complémentarité en tous les cas. On n'est pas tout à fait sur les mêmes formats, sur les mêmes durées de format, mais en tous les cas, tu as eu un accueil particulièrement bienveillant, sur le positionnement du contenu en disant il faut au contraire, il faut diffuser ce type de contenu, le partage, les retours d'expérience, que ça vienne des TechRox ou d'autres contenus, c'est une bonne chose quoi. Donc je tenais à le dire aujourd'hui parce que ça a été une agréable surprise. Voilà. C'est presque normal. Pour nous, c'est aussi important de faire grandir cette communauté et que ce soit avec nous, grâce à nous ou sans nous. Surtout quand on a ces optiques et ces approches qui vont dans le sens de la communauté, qui vont dans le sens de partager des expériences entre tous, de son expérience, de l'expérience des autres, de parler de sujets qui soient plus génériques ou plus spécifiques. C'est intéressant, c'est important. Et c'est ce qu'on veut pousser, donc avec grand plaisir. Bon. Ce que je te propose, c'est qu'on passe un peu à toi au-delà des TechRox, parce que j'ai une vie à côté. T'as une vie à côté. T'as une vie à côté et il y a eu pas mal de choses. Il y a un peu d'hyperactivité dans ton parcours, tout petit peu. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et revenir sur certaines de tes expériences? Donc TechRox, c'est un side project pour moi, vraiment, mais que je suis dans lequel je suis impliqué avec une très très grande passion et une envie de faire avancer les choses. Mais sinon oui, donc j'ai une vie à côté un vrai métier ou plusieurs, j'en ai eu plusieurs. J'ai débarqué dans le monde du management de la tech chez 20 minutes, où j'ai été CTO chez 20 minutes à l'époque où 20 minutes arrivait vraiment sur Internet, avait une vraie réelle stratégie digitale et allait plus loin que le simple PDF à télécharger pour récupérer son horoscope, ce qui était une des grandes raisons, peut-être les Sudoku aussi, mais c'était une des grandes raisons pour lesquelles nos lecteurs le téléchargeaient quand ils ne le trouvaient pas dans les stations de métro. Pour en faire un média qui aujourd'hui est un des leaders sur la presse d'actu chaude généraliste en France. Donc là, ça a été un vrai moment intéressant de créer à partir de rien toute une équipe tech qui n'existait pas et on démarrait. Donc c'était un peu ambiance start-up alors que derrière il y avait un énorme groupe. T'es arrivé day one? Je suis arrivé pas day one de 20 minutes.
Je suis arrivé day one de 20minutes.fr, ou en tout cas, il y avait le site 20minutes.fr qui existait, il y avait quelques actualités, mais c'était pas une stratégie digitale telle que à l'époque où il y avait en face des gros sites. À l'époque, c'était le Nouvel Obs, le Figaro et je ne sais plus quel était le troisième. Il y avait un top 3, peut-être Le Monde quand même, mais je suis pas sûr à ce moment-là. Qui étaient les sites de référence de l'actu sur Internet. Donc je parle de 2006. Donc ça monte un petit peu. C'était ton baptême du feu, 20 minutes sur un poste de responsable technique. Ouais. Avant c'était de la gestion de projet. Là 20 minutes c'était une super école parce que souvent je dis une école parce que 20 minutes, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais on était beaucoup de jeunes avec un petit peu d'expérience, mais pas forcément les plus seniors, donc pas forcément les plus chers non plus, mais sur lesquels il y avait une grande confiance qui était accordée et une vraie possibilité de gravir des étapes. Et pour moi ça a été fantastique de pouvoir tenir ce rôle-là parce que en plus de vraiment m'éclater avec des personnes qui étaient top et des ambitions qui étaient vraiment sympas, et un groupe norvégien qui détenait 50% de 20 minutes à l'époque, qui avait une vision du digital assez en avance par rapport à la France, qui, entre parenthèses, à cette époque-là disait une chose: no podcast. Bon, ils n'avaient pas forcément raison partout. À l'époque, c'était clairement pas un modèle intéressant. Aujourd'hui, on voit que ça change et d'ailleurs, on est là tous les deux aujourd'hui pour le prouver. Mais c'est vrai que là, 20 minutes, il fallait il y avait tout à faire. Il y a eu des recrutements, 25 journalistes, une équipe tech à recruter aussi. Quand je suis parti, je crois qu'on était 7. Donc c'était une toute petite équipe, mais mine de rien, suffisante à l'époque. Une régie, enfin des commerciaux pour le digital, etc. Donc on était vraiment sur la création d'une entité digitale qu'on appelait Nouveaux Médias, de A à Z. Donc c'était assez sympa. Donc première expérience, premier baptême du feu, des choses que tu referais différemment là, du coup. Des choses que tu as moins bien faites que d'autres. Dans les choses que je referais différemment, c'est surtout les méthodos et l'organisation. C'est que on était encore très en mode projet classique, cycle en V avec une envie d'agilité. Donc ça marchait pas top. Et aussi une trop grande séparation entre la tech et le produit, ou la tech et le business. Je m'intéressais pas suffisamment aux objectifs business, aux enjeux, pour prendre les meilleures décisions possibles d'un point de vue tech. Ce qui aujourd'hui a fondamentalement changé. Mais ça a progressé petit à petit. Après, il y a eu des plein de choses que je referais, en revanche. Des choix d'architecture techno, des prestataires avec qui j'ai bossé, des façons de faire que j'ai pu imposer ou qui ont eu des impacts sur lesquels ça a été super intéressant, et d'être assez légitime sur la gestion des pics de charge, des choses comme ça, où pendant pas mal de temps j'avais une expérience qui était plutôt intéressante. Il y avait des gros pics de charge à l'époque ? Oh là là, oui. Alors on avait évidemment à l'époque il n'y avait pas Twitter, donc au moment des élections à 20h00 on avait des pics de charge énormes, où tout le monde, le dimanche, à la diffusion des résultats officiels, ce qu'on recevait à peu près 45 minutes avant par les organismes qui faisaient les sondages, etc., qui nous donnaient les estimations publiques. Et à 20h00, on mettait à disposition nos moteurs de recherche, les résultats, etc. Et là, c'était un trafic gigantesque. Mais en fait, là où on a fait des énormes pics de trafic, c'était sur de l'actu, de sujets très people. L'un des derniers que j'ai connu, j'étais malheureusement pas là. En tout cas, j'étais pas là à l'époque de Michael Jackson. Mais moi, j'ai vécu en direct l'annonce du décès de cette animatrice qui faisait l'émission Super Nanny. Et ça a été pendant plusieurs dizaines de minutes, pendant une heure, c'était quelque chose d'absolument gigantesque. Mais bon, c'était un média à l'inverse de Mediapart. On était sur des visiteurs qui n'étaient pas des visiteurs connectés. Il n'y avait pas d'enjeu de personnalisation du contenu, donc la gestion était était moins difficile, pas simple forcément, mais pas comme un site de e-commerce en période de solde qui ont des pics de charge qui sont complètement différents.
Ouais, si le site de e-commerce tombe, pour le coup, le cash rentre plus, quoi. Le cash rentre plus et c'est des pages qui sont notamment, alors je l'ai un peu vécu avec Mediapart parce que quand on lançait des grandes affaires, bah tiens, du coup je fais une transition automatique sur le Mediapart, je suis très fort avec moi-même. Quand j'ai rejoint Mediapart ensuite, le sujet était un peu différent pour Mediapart. Je suis arrivé, il y avait je crois autour de 15 000 abonnés, donc ils avaient déjà gagné leur premier pari Mediapart, qui est donc de dire un journal en ligne, sur abonnement uniquement, sans pub, et ils avaient déjà un premier socle solide d'abonnés récurrents de plus de 10 000 abonnés, ce qui était la première étape. C'était pas encore de la rentabilité. À l'époque, il fallait être à peu près à 40 000 abonnés, je me souviens, pour que le site commence à être rentable. Et donc ils ont commencé en privilégiant d'abord les journalistes. Donc c'était 27 salariés, dont 25 journalistes et 2 personnes plus administratives ou support, mais rien de plus. Ils avaient externalisé toute la tech. Et quand ils ont dépassé les 10 000 abonnés, est venu le moment de se dire, ok, il faut qu'on gagne en indépendance aussi sur la tech. On a l'indépendance journalistique. D'un côté, les journalistes, ils travaillent ensemble et sur toutes leurs histoires, sur toutes leurs enquêtes, etc., etc. Et à côté de ça, maintenant, il y a l'indépendance technologique qui est capitale. Donc, je suis arrivé pour ça, pour reprendre la main donc feuille blanche. Enfin, feuille blanche, tu créais une direction technique. Il y avait 2 personnes qui étaient en place, mais qui étaient plutôt là pour corriger les bugs et essayer de faire en sorte que le navire ne tienne. Et effectivement, je suis arrivé pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, et puis ensuite reprendre la main pour recréer une équipe qui, quand je suis parti, était... alors on avait un gros projet qui était en cours avec pas mal de prestats, mais on devait être autour d'une vingtaine, avec une stabilité beaucoup plus forte. Avec une vraie surtout autonomie et une vraie connaissance et compétence qu'on avait à tous les niveaux, que ce soit sur la partie média et le e-commerce. Donc en fait toute la partie vente des abonnements, renouvellement des abonnements, qui était notre 95% des revenus du site et donc de l'entreprise. Donc il fallait pas trop se louper. J'ai une petite question qui a rien à voir avec quand on bosse chez Mediapart. Est-ce qu'on est un peu dans le secret des dieux? Ah. Alors non, et heureusement. Les journalistes ils bossent vraiment, ils bossent évidemment entre eux, mais la cellule enquête, etc. Ils essayent de faire en sorte que il y ait le moins de monde qui soit au courant, parce que ça serait compliqué du coup de réussir pendant des enquêtes qui peuvent durer des mois et des mois, de réussir à garder vraiment une certaine confidentialité dans toutes leurs recherches. Moi, j'ai été 2 fois au courant en avance. Et alors attention, une fois 1 semaine avant. Ah oui, une sacrée avance. Ouais, une sacrée avance. Et une autre fois 24 heures avant. D'accord. Donc voilà, c'est les 2 seules fois, parce qu'on m'a dit attention, ça risque de chauffer un petit peu. Et notamment, j'ai été au courant 1 semaine avant sur des révélations dans le monde du foot. Il y avait eu une grosse histoire sur du racisme, etc., qui était sortie. Donc on m'a prévenu que c'était du foot. Donc là, j'étais assez content d'être au courant avant. Il y a eu des pics de charge également. Il y a eu du monde, il y a eu beaucoup de monde. Et puis de temps en temps, comme je m'occupais aussi de la partie informatique, j'ai eu 1 ou 2 fois à devoir proposer du matériel spécifique aux journalistes qui partaient enquêter, je sais pas, en Amérique du Sud ou des choses comme ça. D'accord. Et essayer de faire en sorte que si le matériel était volé, ça soit pas trop grave et qu'on perde rien. Donc là, c'était assez marrant d'être, mais sans savoir en fait ce que je donnais. Je donne du matériel, je donne toute la procédure pour effacer derrière les choses correctement. Je récupère le matériel, ils sont autonomes et je ne sais rien. Ah oui, donc tu leur as expliqué comment te rendre le matériel sans que tu puisses savoir ce qu'il y a dedans. Ouais. Je suis quand même beaucoup plus à l'aise quand tu sais pas. Au moins voilà. Mais quand tu sais, t'as l'impression d'être voilà. Mais bon, t'apprends que ça fait des mois qu'ils sont dessus et qu'en fait, t'es au courant le dernier ou l'avant-dernier, parce qu'il y a les internautes avant, mais rien n'est publié avant. Tant que le site n'était que la toute fin. T'es en de l'enquête. Donc quand on vient dire mais toi tu t'as des problèmes de cybersécurité, etc., non, j'ai des problèmes de sécurité classique, d'accès au bâtiment. On a eu des soucis qui ont été assez visibles à un moment. Il y a d'autres soucis, mais qui n'étaient pas liés au site internet en tant que tel.
C'est toi qui gérais la sécurité des badges d'accès? Non, pas que moi. On était plusieurs là-dessus parce que c'était pas mon périmètre. Mais bon, on était 50 à l'époque, donc on faisait un peu tout quand même. Ok. Et du coup, tu quittes Mediapart quand même? Je quitte Mediapart après 4 ans vraiment sympa. Je quitte début 2014 et je fais 2 choses. Je fais un executive MBA parce que je voulais avoir un peu plus de vision, de connaissance de l'entreprise, du monde de l'entreprise, des autres métiers, même si j'avais beaucoup appris sur le tard, mais j'avais besoin d'avoir quelque chose un peu plus académique et plus solide. Et à côté de ça, je me lance dans une aventure entrepreneuriale. Parallèle. Les deux. Un petit côté hyperactif. J'ai commencé l'exec MBA et 6-8 mois plus tard, j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale qui était parfaite avec la poursuite de mon MBA parce que l'exec MBA c'était aussi pour de l'entrepreneuriat. J'avais beaucoup de cours là-dessus, donc j'ai pas mal challengé tout ce que je faisais. Et cette aventure entrepreneuriale a été un échec à la fin, mais en fait d'un point de vue intellectuel ultra enrichissante. D'être pas que CTO, de devoir gérer vraiment le produit, de devoir parler business, de devoir parler avec les investisseurs, de devoir être crédible, de savoir... C'était quoi le projet, le produit? Ça s'appelait Wellcut et on faisait toute une technologie qui permettait de facilement à des community managers, mais surtout des équipes de la com, de grands groupes, de RP, à partir d'une vidéo qu'ils regardaient sur Internet, que ce soit sur les YouTube ou autres plateformes, ou sur n'importe quel site qui avait un player vidéo, en un clic de récupérer un extrait de 15, 20, 30 secondes et de faire rapidement un mini montage, un mini bout à bout avec un watermark, avec n'importe quoi, et de le diffuser après sur ses réseaux internes ou réseaux publics. Donc sans compétences techniques, de monteur, de quoi que ce soit, mais vraiment en 3 clics, t'avais ton élément. Et donc c'était cool. C'est bien ça d'ailleurs qui nous a desservi, c'est qu'on a fait un truc super cool. Vraiment, à chaque fois qu'on le montrait, c'est génial. Mais pourquoi tu dis que c'est ça qui vous a desservi? Parce qu'on répondait pas à un problème. Ah, c'était cool. Ouais. D'accord. Voilà. Okay. Donc on n'a pas trouvé, plus exactement, comment apporter les choses. La dernière année, on a trouvé. Mais beaucoup trop tard par rapport à la trésor qui nous restait. C'était compliqué de redémarrer la machine. L'entreprise faisait plus envie pour les investisseurs, donc c'était un peu compliqué. Alors j'ai une petite question quand même. Les investisseurs du départ, ils se sont pas basés sur un business model, un business case. Ah si. Mais en start-up, early stage, ça évolue tous les 3 mois. Enfin. Ouais. Tu pars d'un truc en disant c'est intéressant, et puis on teste, ça marche pas. On était en B2B2C, puis on a fait du B2C, puis du B2B, puis on a voulu faire des choses et d'autres, on a essayé, ça a pas marché. Vous aviez réussi à lever combien au démarrage? Pendant la période. Alors, au total, entre les investisseurs et la BPI et les différentes aides qu'on a eues, on a eu à peu près presque 1,5 million qu'on a dépensé. Bien. Des salariés, on était presque une dizaine, des locaux, on était à Station F pendant 1 an et demi dans le premier batch à Station F, c'était génial. Mais voilà, et au début, on a eu la première levée pas de référence à ce niveau-là parce qu'on est sur des montants trop faibles. J'ai un doute sur les chiffres, je crois que c'était un petit peu plus de 300 000, peut-être 330 000 euros ou quelque chose comme ça, la première importante. Ok, puis 1,5 million, c'est beaucoup, mais effectivement, c'est 1 an et demi de trésor, 1 an et demi à 15, quoi. Alors on a tenu, ça se brûle très très vite. Alors en plus, évidemment, nous, nos salaires n'étaient pas forcément très élevés, c'est plutôt pour garder nos salariés. Et bon, il faut le dépenser. Après, on est là pour le dépenser, pour avancer et pour essayer de passer à la levée d'après aussi. En tout cas, dans ce modèle qu'on avait, on n'était pas autosuffisant rapidement. Donc, on était plutôt sur un modèle où on disait, on va lever cet argent pour le dépenser ainsi, pour recruter ou pour faire tel ou tel type d'opération.
et être présentable pour la prochaine levée. Mais c'est toujours compliqué. Et tu disais, c'était sur la fin on avait trouvé un axe sur lequel on pouvait être rentable. C'était quoi cet axe? C'était soit travailler avec les événements, donc par exemple Vivatech, avec qui on avait bossé en 2018. On avait fait un super événement avec eux, ça a apporté vraiment beaucoup de choses. On a été tout leur outil pour faire les clips en fait vidéo de tout ce qui se passait sur scène sur les conférences. Et quand t'avais Macron qui rentre sur scène, et quand 10 minutes plus tard ou quelques minutes plus tard, t'avais le clip de Macron qui rentrait sur scène déjà aux couleurs de Vivatech, qui était diffusé sur Twitter, sur Insta et tout par les community managers de Vivatech. C'était juste génial. Au total, cette année-là, ils ont fait j'ai un doute si c'est 100 millions ou 100 milliards de vues. Peut-être 100 millions quand même. On va dire 100 milliards, ça fait mieux. Mais non, c'est beaucoup. Je crois que c'est 100 millions. Ils ont fait un nombre sur 3 jours. Ils ont fait un nombre de vues sur les réseaux sociaux absolument fantastique de vidéos, dont une grosse partie avec nous. Et aussi avec les grands comptes pour aider la com interne, notamment. Ils produisent énormément de contenu à usage unique au lieu de les réutiliser. Et donc, on voulait les aider. Mais dans ces deux cas, c'est des cycles de vente qui durent un an et demi. Et moi, j'avais 6 semaines de trésor. Donc voilà, je te laisse faire le calcul, c'est compliqué. Et donc, j'ai lâché prise un moment. J'ai dit, je dépose, j'en peux plus, je suis fatigué, je dépose le bilan. Ça a duré combien de temps, l'aventure Wellcut? 5 ans. Ah oui, 5 ans. Ouais. Ah ouais, donc au bout de 5 ans, quand 6 semaines de trésor, ouais. Grosse fatigue, mais passionnante. Ouais. Et à partir de là, j'ai fait 2 ans et demi de CTO de transition, de mission en tant que CTO de transition. Ça, c'était fantastique. J'ai bossé pour des banques, pour des assurances, enfin des mutuelles, pour des e-commerçants dans le jouet pour enfants, chez des distributeurs alimentaires. Très souvent, j'arrivais dans des situations où la tech et le business ne se parlaient plus, ne se comprenaient plus, n'avaient plus confiance. Il y avait un fossé qui se creusait énorme et ils avaient besoin d'aide. Entre la tech et le business ou entre la tech et le métier? Ou est-ce que le métier entre la tech et le métier, entre la tech et les autres. En fait. Et donc derrière une direction qui n'avait plus du tout, enfin qui comprenait pas ce qui se passait. Et donc j'arrivais souvent mandaté par la direction pour auditer, puis rester quelques mois pour commencer à remettre un petit peu d'ordre et à trouver quelqu'un qui viendrait prendre le relais et qui aurait le bon profil, le bon rôle et qui pourrait ensuite faire en sorte que les choses avancent. Auditer puis rester, ça voulait dire que t'auditais le DSI et l'organisation en place et ça impliquait un mauvais message envers le DSI en place, ou des fois t'arrivais, il n'y avait pas de DSI du tout, quoi. Ah, les deux. D'accord. Alors, j'arrivais, soit le DSI avait été gentiment prié de partir parce que ça marchait plus du tout, ou soit il était là en place, mais le profil ou ce qu'on attendait de lui c'était pas clair. Et j'arrivais plutôt en tant que je viens t'aider, je viens t'apporter des choses et travaillons ensemble, même si c'est la direction qui m'envoie. Donc j'avais un positionnement un peu particulier, effectivement. Je pouvais être perçu comme étant quelqu'un qui va aller le juger, et rapidement je travaillais avec lui ou elle comme étant plutôt quelqu'un qui allait l'aider. Et à partir de là, ça change la donne. Parce que mon but, je suis jamais venu pour virer les gens. Jamais. Donc soit t'arrivais et les gens avaient été priés de partir et il fallait recruter le prochain. Soit t'as réussi à remettre sur les rails, à coacher le DSI. Il y a des cas où j'ai pas de cas où la personne en place est restée. Si, ils sont restés, mais pas forcément à la tête. D'accord. Généralement, il y a quelqu'un de plus senior qui finit par arriver parce que souvent c'était pas, ou alors quelqu'un d'autre qui a été placé là, et voilà, ça me permettait de repositionner aussi le rôle et l'importance du DSI, du CTO dans l'organisation, et qu'est-ce qu'on attend et quel niveau de seniorité on attend, et c'est pas juste un super chef de projet technique, parce que souvent j'étais dans ce cas-là. Et c'est quoi les apports que tu as eu sur ces différentes missions? C'était beaucoup d'organisation, beaucoup de commencer à expliquer ce que c'était qu'une vision plus produit déjà, et de l'agilité,
parce que souvent il y a deux discours qui sont très opposés dans les compréhensions d'une méthodologie projet classique avec des dates, des plannings, des Gantt, etc. Tout à fait old school, en tout cas, qui dans l'univers digital marche est moins utilisé, on va dire. Et c'est aussi surtout la façon de parler et de comprendre et de pas forcément dire non, c'est plutôt d'avoir un discours intelligible, de s'intéresser au métier, de s'intéresser aux KPI, de dire mais moi j'apporte de la valeur, quoi. Je suis pas un simple exécutant qui arrive à la fin de tes discussions. En fait, dès le début, dès le codir même, je dois être présent. D'ailleurs, tu accordes pas mal d'importance au titre chez Unify. Tu me dis CTPO. Il y a un lien du coup. Alors, j'accorde pas d'importance au titre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important le fait d'avoir à la fois la casquette tech et cette appétence produit. Et dans le titre, on dit dans l'intitulé, il y a la tech et il y a la tech et le produit. Pour expliquer qu'ils sont ensemble. Après, moi, j'ai notamment dans mon équipe, j'ai un directeur produit et j'ai un head of engineering aussi. Donc mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir au sein de la même direction la possibilité de comprendre, d'analyser, de recommander, de proposer des évolutions, une stratégie. Qui vient d'ailleurs de la part des parties prenantes, des éditeurs, de mes médias, des autres interlocuteurs que je peux avoir en interne. Donc, je l'invente pas. Il y a beaucoup de choses qui nous sont données, évidemment. Mais c'est de pouvoir dire, moi, je propose ça, mais en plus, je peux le réaliser. Et ça, c'est important. Et donc, ça fait beaucoup plus sens parce que ça permet de parler business, ça parlait de impact, KPI, bien entendu. Et potentiellement un jour OKR, etc. Du coup, là, on a fait une petite transition gentille vers Unify. Là, pour le coup, t'es dans un contexte pas évident parce que on n'est pas sur un produit. On est sur des dizaines de produits qui ont fonctionnellement, qui n'ont rien à voir en fait entre eux. Alors on a trois grandes familles de produits digitaux. Ce qu'on va avoir les médias traditionnels online, mais comme Au Féminin, Marmiton, Doctissimo, qui ont un modèle de revenus pub tout à fait classique. On va avoir aussi du e-commerce comme My Little Paris. Là donc c'est du e-commerce et d'autres titres comme les numériques, CNET, ZDNet, où il y a du média, mais il y a beaucoup d'un modèle sur l'affiliation. Donc c'est aussi des approches un peu différentes et du coup effectivement des produits un peu différents. Donc on va avoir des publics surtout qui sont variés, mais mine de rien d'un point de vue produit, il y a pas mal de produits qui sont partageables. Et c'est d'ailleurs un des enjeux que j'ai en ce moment de voir. Partageables dans quel sens ? En termes de techno, par exemple, de se dire comment est-ce que je peux avoir des technos qui sont réutilisés un peu partout, à quel point je peux avoir une même techno pour gérer la gestion de mon contenu, de mes médias, de mes outils communautaires, comme gérer mes forums, les commentaires, etc. Le login, la création de compte, comment je partage tout ça, parce qu'il y a des choses pertinentes à faire au sein des différents sites et sans pour autant avoir à réinventer la roue à chaque fois. Donc on a quand même cette approche un peu... Là, t'imagines un module d'identification qui serait unique ou un point d'entrée un peu unique pour dizaines de produits en fait. Alors point d'entrée unique, est-ce que c'est ou alors complètement indépendant mais c'est la même brique de techno, de tech à la base? Est-ce que c'est complètement personnalisé pour chacun des sites, mais derrière on a quelque chose de plutôt un parcours complètement identique? On peut imaginer beaucoup de choses là-dessus qui nous permettent de pas forcément réinventer la roue, mais qui doivent nous permettre absolument de préserver l'ADN de chaque marque. Parce qu'on va pas s'amuser à faire un grand site Unify, mais bien au contraire de faire un
de garder des marques fortes que l'on souhaite préserver. Et tu parlais d'outils de gestion de contenu juste avant, que aujourd'hui, c'est un de tes enjeux. Tu disais que c'était un de tes enjeux. Aujourd'hui, sur les plusieurs dizaines de produits, il y a plusieurs outils de gestion de contenu. L'un des, ouais. L'idée, ça serait en choisir un ou en faire un façon. Ouais, c'est en tout cas là où c'est possible, parce que il faut pas non plus avoir une vision trop idéaliste, mais quand c'est possible de partager, de savoir juste quels sites sont pertinents pour utiliser un outil commun. Déjà, faut se poser cette question-là, et ensuite à quel point on prend une solution du marché où on l'a fait nous-mêmes, et qu'est-ce qu'on veut en faire si on l'a fait nous-mêmes, qu'est-ce qu'on met dedans. Et à partir de là, commencer les travaux, parce que oui, on est une trentaine de marques, une vingtaine de boîtes à l'origine, qui avaient chacune ses technos. Donc là, pour donner un ordre d'idée de l'hétérogénéité, t'as du Drupal, t'as du EasyPublish, du Magento, du Joomla. J'ai du Symfony, j'ai du Zen Framework, parce que après c'est des outils custom. J'ai différentes choses. J'ai pas de Drupal. J'ai plein de choses différentes, j'ai des machins très j'ai plein de petites choses. C'est pas très pratique à maintenir au final. Et alors du coup là ça fait 5 mois en fait que t'es chez Unify, donc là il y a le cahier d'étonnement est rédigé, la prise de fonction est faite. Là, j'imagine, t'as une bonne vision de ce que t'aimerais à T0 plus 2 ans. Ce qui sera sans doute... Bon, on peut se donner rendez-vous dans 2 ans. On peut se donner rendez-vous dans 2 ans et voir si j'ai réussi à faire 20%, 50% ou 100%, voire même 200% de mes objectifs. Non, j'ai un gros enjeu dans l'orga, en fait, parce que justement, on commence à avoir des outils, des services partagés entre les marques. Et garder quand même l'ADN de chaque marque, et donc ça doit se traduire dans mes équipes produits et dev. Mais j'ai un vrai enjeu dans les rôles de chacune des équipes et leur façon de communiquer entre elles. C'est-à-dire de savoir, moi, est-ce que je suis une équipe dont la vocation est plutôt de satisfaire mon client final, l'utilisateur, grand public, l'internaute, ou est-ce que je suis dans une équipe qui a plutôt vocation à satisfaire les équipes qui, elles, doivent travailler pour l'utilisateur final. Parce que je fournis une solution technique qui va être utilisée par une équipe publisher. Par exemple, je suis de l'équipe CMS. Mon équipe CMS va fournir le CMS à une équipe Doctissimo qui, elle-même, va l'utiliser pour le proposer aux utilisateurs, aux internautes. Enfin, proposer du contenu aux internautes. Donc ça, c'est déjà des façons des attentes. Est-ce que je suis plutôt éditeur de logiciels ou éditeur d'un site média, d'un point de vue tech et produit? Et à côté de ça, j'ai aussi des équipes qui viennent aider à ce que aider à résoudre des sujets un peu très complexes ou très transverses. Donc, de façon éphémère, on va se mettre sur un sujet, on va le travailler, on va le désosser et on va faire grandir toutes les équipes déjà en place pour leur donner un petit peu le résultat de ces études-là. Et enfin, d'autres équipes qui sont plutôt des équipes très... des enablers, ceux qui vont aider quotidiennement les équipes pour juste bien respecter les bonnes pratiques ou les bonnes façons de faire pour aller de l'avant et pour construire une vision la plus commune possible. Ça, c'est l'orga cible que tu viens de décrire. Ouais, c'est issu d'un bouquin qui s'appelle Team Topologies de Matthew Skelton, qui est pour moi vraiment une référence là-dessus qui est tout à fait pertinent à notre modèle ici. Et que je suis en train petit à petit de mettre en application, mais ça va être un peu long parce qu'il faut changer des habitudes, il faut avoir les équipes qui soient bien staffées correctement. Et parce qu'aujourd'hui, c'est comment si on dresse la carte? Aujourd'hui, c'est des équipes produits avec des PO, des PM qui vont avoir chacun leur rôle par rapport à la stratégie, la discovery et la rédaction des stories, etc. pour alimenter les devs. Mais j'ai principalement des équipes qui sont par marque et pas encore cette séparation forte. Elle existe un petit peu quand même, mais elle va être encore plus présente dans les prochaines semaines et prochains mois, d'avoir des équipes qui soient aussi bien
par marque et d'autres équipes aussi bien par service type de techno. Et là où il y a en revanche un vrai sujet, c'est leur mode de communication, ce qu'on attend d'elles, comment on communique. Pour le dire un peu autrement, les équipes qui vont gérer ces services auront plutôt une façon de communiquer par API auprès de leurs clients que seraient les équipes très marque publisher. D'accord. Les équipes qui viendront aider sur les sujets, c'est plutôt un mode de collaboratif, pas des API. C'est vraiment on travaille main dans la main, je vous aide pendant X jours, X semaines, X mois, et puis après, pouf, petit à petit, je me retire parce que je vous ai suffisamment formé et vous êtes autonome et vous avez passé le cap où tout va bien, vous êtes à l'aise. Ok. D'autres, donc des gros enjeux organisationnels. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux, d'autres combats, Oui, combats alors organisationnel, c'est en interne, c'est pour prouver aussi que le modèle, le mode de fonction, enfin que du coup on est capable de délivrer comme il faut. Et c'est aussi des enjeux de communication au niveau du groupe, de casser la boîte noire de la tech et du produit, de rendre les choses intéressantes et intelligibles. Ça c'est mon cheval de bataille. Ça, c'est important pour moi de m'intéresser aux autres et que les autres essaient de s'intéresser le plus possible à ce que je fais. Est-ce qu'il y a des enjeux, enfin j'imagine quand on regroupe pas mal de marques, il y a des choses, il y a des choses où on va te demander de réussir à faire peut-être des économies aussi. J'imagine qu'au niveau infra, il y a des choses à mutualiser, des choses type FinOps. Ça fait partie des sujets dans 2 ans. Non, dès à présent. Ah, maintenant. Ouais. L'infra, c'est ce qui est le plus facilement mutualisable en fait, parce que on peut avancer plus facilement avec différents sites, différentes applis, et leur dire on va tout mettre sur le même compte, Amazon, Google, peu importe, et avancer ensemble. Après, c'est le côté FinOps, mais rien que déjà toute la partie DevOps, CI, CD, méthodo, ça, c'est astreinte, etc., qui est un bon sujet. Et, le FinOps, oui, on a des budgets intéressants et qu'on essaie d'optimiser. Et vous avez fait quoi comme choix du coup? Technique, de plateforme, d'infra? Là, on avance sur. Alors, on a chez nous beaucoup d'AWS pour la prod et beaucoup de GCP pour traitement data, et on va avancer sur une plateforme qui va être très serverless. Et qui serait très AWS, du très coup. AWS et très serverless. Et il y aurait un intérêt à garder AWS, et tu as parlé d'AWS et GCP, garder les deux, ou tu vas essayer de... Ah si, moi j'ai un intérêt, j'ai un intérêt, parce que c'est pas les mêmes usages et c'est pas forcément les mêmes équipes qui les utilisent. Et j'ai toujours eu une approche très pragmatique, pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Comme ça, t'as un backup si... Non, parce que l'approche... j'ai un backup. C'est pas l'idée du backup, c'est surtout que on a des outils, des process qui sont en place, qui fonctionnent bien. Et quand on a quelque chose qui fonctionne bien, est-ce que c'est pertinent de le changer tout de suite ou pas? Pas forcément. Ok. D'autres enjeux techniques pour toi dans les mois à venir? C'est déjà pas mal. Non, je réfléchis là. C'est déjà pas mal de réussir à embarquer tout le monde, de faire monter tout le monde en compétences. Quand tu pars, il y a surtout des enjeux d'embarquer toutes les équipes, et elles le sont déjà plutôt très bien. Et elles font un boulot absolument démentiel en ce moment. Non, on est beaucoup sur continuer notre amélioration continue et avoir plus être sur des choses encore plus intéressantes et modernes et pertinentes, mais non, pas plus d'enjeux techniques que ça. Moi, j'avais vu, il m'avait semblé voir passer un truc qui pouvait être impactant quand on bosse beaucoup sur des produits web comme les tiens, sur la notion de GDPR, les cookies, garder les informations utilisateurs.
voilà, qui aujourd'hui ont de la valeur pour vous. Je crois qu'il y a des évolutions sur ce sujet. Oui, il y en a eu récemment avec, au niveau à ce niveau-là, au niveau des panneaux d'acceptation ou non des cookies et de simplifier la réglementation à changer pour qu'on propose un bouton tout refuser dès le départ et sans le planquer derrière plus de paramètres, etc. Donc ça a évolué il y a quelques semaines. On est super attentif à ça. Nous, on a souvent dans les projets des moments qui prennent du temps, c'est quand notre DPO doit aller valider les conditions parce que il fait son boulot et que il y a beaucoup d'allers-retours, mais c'est normal. Mais qui est pas simple parce qu'on a un modèle sur la pub contextualisée, surtout c'est la pub ciblée. La pub générique, ça marche plus du tout depuis des années. Donc il y a que le ciblage qui a de la valeur aujourd'hui, ou alors c'est avoir un vrai produit sur abonnement avec d'autres là c'est un business model qui est différent. Notre modèle, celui-là, aujourd'hui, il est principalement sur de la pub ciblée, donc c'est plus compliqué pour nous quand il faut pousser le tout refuser, mais on le fait. Du coup, on propose à la place, pour ceux qui veulent vraiment pas, une mini contribution de 49 centimes pour un mois, parce que c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour pas non plus tuer toutes les marques. Mais en fait, on s'aperçoit que qu'on doit avoir des marques qui inspirent confiance, parce que là, on a quand même beaucoup de gens qui acceptent. Ah ouais, naturellement, vous avez quoi comme... t'as pas les pourcentages en tête des gens qui disent tout... Non. Je les ai en tête, évidemment, mais voilà. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Très bien. Moi, je peut-être par rapport à Unify, on a fait le tout. Moi, je voulais revenir sur ce côté un peu, on a parlé d'hyperactivité, et je crois que tu fais encore d'autres choses que les Tech Rocks, ton métier, et tu donnes des cours également. Ouais. Bon, ça va, c'est 2 fois par an, je donne des cours à l'ESSEC, depuis, ça fait 7 ans, ça commence à faire quelques années là maintenant, de management des systèmes d'information. Aux élèves qui sont en cursus grande école de commerce, et aussi à un master gestion des achats internationaux et supply chain, où j'essaye de leur apporter ma vision c'est un cours obligatoire. Donc c'est intéressant. D'accord. C'est pas optionnel, ils doivent le faire pour avoir leur diplôme pour le cours en école, et de leur expliquer ce que c'est que l'IT, les systèmes d'information, le web, la gestion de projet, l'agilité, la sécurité, la stratégie tech, etc. Et ça pendant 25 heures. Donc c'est un grand cours. Ah oui, tu dis 2 fois par an, mais si tu fais 2 fois 25 heures. 2 fois une semaine, ouais. Ah oui, c'est deux gros, c'est des modules. Ouais, non, quoi, c'est un vrai module. Ouais, c'est un module. C'est un gros module avec beaucoup de slides, beaucoup d'exercices, beaucoup d'échanges, très vivant, mais qui est passionnant de voir un petit peu ce que les futures générations ont en tête aussi, des choses qui les préoccupent aujourd'hui. Quand on leur donne des sujets tech, à un moment c'était les drones, c'est devenu évidemment les bitcoins. Là, c'est toute la partie éco-responsabilité, etc. Et donc c'est tous intéressant. les ans, tu changes. Non, c'est eux c'est par rapport à. Ah, c'est eux leurs attentes, leurs questions. Ce que j'entends, je m'alimente de ça et j'essaie d'apporter des choses qui leur parlent, pour que la technique les intéresse plus. Parce que demain, c'est ce que moi et toute ma communauté de leaders et managers de la tech vont avoir en face d'eux, dans des directeurs financiers, market, RH, directeurs d'entreprise, etc., qui auront été diplômés de l'ESSEC notamment, mais comme les autres grandes écoles, donc de leur donner un petit vernis de base important pour expliquer ce que c'est que le cloud, par exemple. Mais ça va beaucoup plus loin. Ok, tu parlais d'éco-responsabilité, c'est le sujet qui revient actuellement, du coup? Oui, très 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 fortement. Est-ce que c'est quelque chose que tu adresses en cours, mais est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est adressé ou tu adresses dans le cadre de tes fonctions? Ouais, on commence à travailler dessus. Ouais, il y a des pistes. Mais pour l'instant,
On fait les choses étape par étape. On voudrait aller beaucoup plus vite, c'est assez compliqué. Donc déjà, ayons une stack tech plus commune, qui sera beaucoup plus simple pour après avoir un vrai un travail sur l'impact écologique. Ok. Du coup, on l'a compris, t'aimes beaucoup partager. Tu donnes des cours. TechRox, c'est un peu cette optique-là. Mais toi, comment tu fais pour donc tu es inspirant, mais comment tu fais pour t'inspirer? Voilà, est-ce qu'il y a des lectures, des conférences, comment tu fais pour progresser? Alors TechRox, en fait, je reçois énormément. TechRox aussi. Non, pour les lectures, on a des book clubs, etc. Mais je parle beaucoup. Je suis un fervent amateur de flux RSS encore. Tous les jours. J'ai mes centaines de flux dans mon app qui me donnent de l'actu tout le temps. Donc je fais comme ça ma veille et du coup de l'échange. Et t'as plusieurs centaines de flux. Est-ce qu'il y en a 3 ou 4 flux d'infos Non, je sais même plus. En fait, je lis les articles. C'est terrible. En revanche, c'est que du coup, je lis les articles sans trop savoir d'où ils viennent. Et puis, je code encore un peu, mais je fais beaucoup de petits POC et j'essaie toujours de comprendre comment ça marche. Notamment en termes d'archi, parce que c'est important pour moi, mais j'échange beaucoup avec mes pairs, c'est surtout ça en fait. Je m'inspire en échangeant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé TechRox, notamment. Hein, c'est parce que c'était ma façon d'avancer, ma façon d'être, et donc ma façon de m'inspirer. L'échange humain égale le facteur pour progresser le plus. Ce que je trouve en tout cas. Ok. Est-ce que d'autres projets dans les cartons? Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que t'aimerais que je te pose? C'est une excellente question. Est-ce que écoute, non, tu as été parfait. Tu as été un intervieweur mais exceptionnel. J'ai jamais été aussi bien. Ah si, comment fais-tu pour interviewer aussi bien? Eh ben écoute, je sais pas si je vais pouvoir répondre à la question. Voilà. Ce n'est que le 10e. J'espère encore pouvoir progresser. Non, j'ai pas de. Très sérieusement, j'ai pas de questions. Comme tu peux le voir, ma façon effectivement d'avancer, c'est d'échanger, de communiquer et peut-être que j'aurai des questions dans 2 ans quand on fera la suite pour le bilan. Mais non, je pense qu'on a fait un tour intéressant. J'ai beaucoup parlé, donc j'ai peut-être dit des choses. Peut-être, j'espère que tous ceux qui m'écoutent vont pas être trop lassés. Tu sais quoi? D'habitude, c'est la question que je viens de te poser, c'est la dernière. Mais avant qu'on commence à enregistrer, tu m'as parlé de GIGN. Ah. Ouais, j'ai dans mon exec MBA, j'ai eu 3 jours de stage au GIGN à faire et tout mon groupe et c'était génial parce qu'il a fallu apprendre un peu le dépassement de soi, donc là le bon endroit. Mais là-bas, ce que j'ai surtout découvert et compris, c'est que à 2 ou à plusieurs, on est plus fort que 1. On le sait, c'est évident. Mais en fait, là-bas, on le vit. De passer des épreuves à plusieurs, quand il faut porter un camarade, quand il faut avancer vraiment ensemble. Et depuis, j'ai toujours, alors vous n'allez pas le voir, mais j'ai toujours dans ma poche une pièce du GIGN qui, à chaque fois que je la prends, je me rappelle ça. Et c'est vraiment ma façon de bosser là-dessus, de savoir que c'est pas moi tout seul qui vais régler les choses, c'est que j'ai une équipe, j'ai des équipes, et donc on avance ensemble. Pourquoi tu dis on le vit? Voilà, ces 3 jours que tu as passé. Tu rentres dans la boue, dans l'eau glacée, sous dans les sous les fondations, dans les maisons, tu le vis. Ouais. Et c'est voilà. Et c'est mieux d'être dans la boue à 2 que tout seul, du coup. C'est mieux d'être dans la boue à 2 quand tu commences à avoir mal aux pieds ou que je ne sais quoi, que tu as quelqu'un qui t'aide et que des choses comme ça, ouais. Eh ben, on va se dire que c'est le mot de la fin. C'est une belle phrase pour terminer. Voilà. Je te remercie, Nicolas. Merci à toi. Ouais, je te dis dans 2 ans. À dans 2 ans, avec plaisir. Salut.
L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.